Fendant les eaux de l'océan Pacifique, nous naviguons le long de la cordillère des Andes, accompagnés sur notre route par des mammifères marins qui reviennent des eaux glacées et riches en plancton de l'Antarctique. Glacées, battues par les vents au sud, désertiques et torrides au nord, ces terres semblent abandonner des hommes. Il y a un peu plus d'un siècle pourtant, de grands voiliers remontaient le long de ces rivages, faisant escale au Pérou pour charger du phosphate ou conduisant les chercheurs d'or vers la Californie. Retrouvant le sillage de cette route mythique, nous allons naviguer sur plusieurs milliers de kilomètres le long du Chili, du Pérou et de l'Équateur. Avec la colonisation espagnole qui commence au début du XVIe siècle, les pays andins se couvrent d'églises, de monastères et de palais. Et pourtant, 4 siècles après la victoire du conquistador Pizarro sur Atahualpa, le roi des Incas, l'or des cathédrales n'a jamais pu faire oublier les splendeurs des temples du soleil. Partant de Santiago du Chili, nous allons rallier Quito, la capitale équatorienne, pour raconter l'histoire de cette région encore hantée par le souvenir de la plus brillante et de la plus mystérieuse civilisation qu'ait connue l'Amérique du Sud, l'Empire Inca. Pendant tout le XIXe siècle, explorateurs et aventuriers parcourent ces vallées des Andes enveloppées de brume à la recherche de l'or des Incas. Fuyant la répression espagnole, les derniers Incas se seraient réfugiés dans des villes-forteresses, cachées au cœur de la montagne. Parti à la recherche de Vilcabamba, l'une de ces cités fantômes, l'Américain Hiram Bingham découvre le matin du 24 juillet 1911 le Machu Picchu. Bingham est émerveillé. Mais pas la moindre trace de trésor. Qu'importe, la découverte est exceptionnelle et ses conséquences vont bien au-delà de la seule archéologie. Pour l'élite péruvienne d'alors, le Machu Picchu va devenir le symbole de la grandeur inca et le porte-drapeau de la fierté nationale. Au XXe siècle, jusque dans les années 1950, dans la société péruvienne, on faisait peu de cas de la connaissance des peuples originaires de la région. Seule comptait celle des étrangers. C'est dans ce contexte qu'a eu lieu la découverte, entre guillemets, scientifique et médiatique de Machu Picchu par le professeur Bingham en 1911. Mais on ne peut pas dire que Bingham ait véritablement découvert le Machu Picchu parce que l'on a des documents datant de la colonisation qui mentionnent plusieurs endroits, dont le Machu Picchu. Bingham a bien eu connaissance de cette chronique de 1565 évoquant une ville de lumière. Mais s'agit-il du Machu Picchu ? C'est davantage en suivant les informations des paysans qu'il explore la région. Si Machu Picchu est devenue la cité perdue des Incas, elle le doit avant tout à sa situation exceptionnelle. L'harmonie qui règne entre les édifices et le paysage est si parfaite qu'il donne l'impression de ne former qu'un seul et même monde suspendu
entre le ciel et la vallée. Pour les premiers habitants du Machu Picchu, ce lieu était probablement sacré. On dit que Machu Picchu est une ville sacrée, la ville des vierges, une ville magique. On veut toujours donner à Machu Picchu une dimension religieuse, ésotérique. Certains disent même qu'elle a été visitée par les extraterrestres. Pour les Incas, ce n'est pas seulement un site sacré, c'est tout le contexte qui est sacré. Tout est sacré. Pour les Incas, Dieu est partout, et chacun d'entre nous est dans Dieu. Nous sommes donc en communion avec un ensemble. Les montagnes sont sacrées, la terre est sacrée, les animaux sont sacrés. Tout a une dimension sacrée. On attribue la construction du Machu Picchu à Pachacútec, qui voulait affirmer sa puissance le long du Capac Ñan, le chemin de l'Inca. C'est entre 1450 et 1470 après Jésus-Christ, après avoir sans doute fait aménager des terrasses sur les flancs abrupts des montagnes, qu'il fait ériger la citadelle du Machu Picchu. La cité était divisée en deux grands secteurs. Le secteur sud, agricole, et le secteur nord, où se tenait la ville. Machu Picchu était une ville comme n'importe quelle autre ville. Il y avait des maisons, des bâtiments administratifs, des temples. De plus, Machu Picchu est une capitale de province, un centre administratif avec une population qui ne dépasse jamais 1200 personnes. La partie supérieure correspond à la partie solaire, la partie inférieure à la partie lunaire. Mais dans tout cet ensemble, on ne compte que 20 temples, ce qui vient tempérer la dimension mystique de la cité. Temples, palais, maisons, escaliers ou simples murets servant à délimiter les zones de culture en terrasse, l'ouvrage accompli à flanc de montagne par les maçons incas est impressionnant. Sans aucun mortier ou ciment, les pierres dont certaines pèsent jusqu'à 50 tonnes sont parfaitement ajustées les unes aux autres. Les Incas ignoraient la roue. Ce sont donc probablement des milliers d'hommes qui ont travaillé à l'édification de cette cité de l'impossible. Nous sommes dans un endroit que Bingham supposait être le secteur des prisons. À partir de 1990, de nombreuses personnes ont rebaptisé ce site le Temple du Condor. En réalité, il s'agit de magasins pour entreposer les vivres, les corcas, au sein desquels il y avait un endroit à vocation rituelle. C'est cette pierre sculptée avec la tête et la collerette d'un oiseau. On dit même que les ailes se sont séparties, mais ça, c'est de l'imagination. Du plus petit des bijoux des cultures pré-incaïques jusqu'au plus colossal des temples du Machu Picchu, la beauté des trésors accumulés par les peuples des Andes est inimaginable.
Il suffira de quelques années à la brutale et aveugle colonisation espagnole pour mettre un terme à 2500 ans de civilisation. De retour sur les bords du Pacifique, nous retrouvons notre bateau qui reprend sa route vers le nord. Laissant Callao, nous mettons le cap en direction de Trujillo, notre prochaine escale péruvienne. Au terme d'une nouvelle journée de navigation, nous approchons de Trujillo. Salaverry, c'est un port qui est exposé puisque la jetée en fait protège peu la houle du large. Et en plus c'est un port en eau peu profonde, donc on a 4-5 mètres sous la quille, surtout très vaseux, là on voit, donc, ce qui peut un peu limiter les problèmes de manœuvrabilité, quoi. Faut faire un peu attention. C'est au son de l'hymne national péruvien que nous sommes accueillis à Salaverry, le port de Trujillo. Militaires et représentants de la municipalité ont préparé à notre attention une petite surprise. Une démonstration de la plus célèbre des danses locales, la marinera.
La robe que je porte est une robe de mariage huanchaquero. Elle se caractérise par cette petite queue dans le dos. La marinera que l'on danse ici descend de la Samacueca qui migre vers le Chili avant de revenir ici sous un autre nom, la chilena. Au moment de la guerre du Pacifique, Abelardo de Amara décide d'appeler la danse du foulard la marinera, en hommage à la marine de guerre du Pérou. Trujillo, fondée par Pizarro en 1535, est une ville paisible au charme colonial. La Plaza de Armas est le lieu de promenade préféré des habitants. Des jeunes amoureux comme des défenseurs de l'ordre moral. Yo quiero cambiar mi vida, no hacen cobardes, de cobardes es el que hace la voluntad del diablo, el que va a los bailes, a las discotecas, a hacer lo que Dios no quiere en este mundo. Eso es lo que es de cobardes. Valiente es el que roba la bendición al diablo. Eso de valientes. Il y a ceux qui se promènent et ceux qui travaillent comme les cireurs ou comme Felipe, qui fait des photos depuis plus de 40 ans. Ça, c'est la chambre noire. Je dois passer la main à l'intérieur pour développer. Ça, c'est le négatif. Après, je fais la copie en noir et blanc pour obtenir un positif. Je corrige les ombres en haut et en bas. Et voilà la photo. On est très contente qu'il continue à faire ces belles photos. La photo est flatteuse. Oh, il l'a très bien touchée. On préfère, c'est plus romantique. C'est comme au début du XXe siècle, c'est plus joli. Quittant Trujillo, nous nous rendons à une dizaine de kilomètres sur la plage de Huanchaco. Autrefois simple village de pêcheurs, Huanchaco est devenu aujourd'hui une station balnéaire familiale. Alignés à la verticale sur la plage, nous découvrons d'étonnantes embarcations en roseau
qui ressemble à s'y méprendre à celle que l'on trouve sur les bords du lac Titicaca. Les pêcheurs ont, semble-t-il, trouvé là une façon d'améliorer leurs revenus en répondant à la demande touristique. C'est nous-mêmes qui coupons les roseaux, on les récolte. On va à la roselière. Les roselières que l'on utilise doivent avoir entre 8 mois et 1 an. On coupe les roseaux, on les fait sécher pendant 1 mois. Et au bout d'1 mois, on confectionne le caballito pour la pêche. Chaque pêcheur possède 5 ou 6 roselières. La durée de vie d'un caballito est d'environ 1 mois. Chaque pêcheur doit donc en avoir 2 ou 3. Il y a plusieurs types de pêche. Il y a la pinta, c'est-à-dire la pêche à la ligne. Et pour les crabes, on utilise des nasses. Il y a aussi les filets. Aujourd'hui, on les a déjà posés. Demain matin, vers 4-5 heures, on partira les relever et on reviendra vers 6-7 heures. Le départ de Trujillo restera à jamais gravé dans nos mémoires. Dans la lumière du soleil couchant, le diamant est accompagné par des centaines de dauphins, probablement en train de pêcher en groupe. Un spectacle inoubliable. Le ciel chargé de nuages nous rappelle que nous sommes bien dans la zone équatoriale, l'une des zones les plus humides au monde. Nous approchons de Manta, notre première escale en Équateur. Le diamant Premium Channel 16. We will be with pilot, we will let you know immediately. Si Manta est devenu aujourd'hui un important port commercial chargé d'exporter les richesses du pays, comme le café, les bananes ou le coton, la pêche demeure toujours la principale activité. Les Manteños sont des pêcheurs réputés depuis des générations. La statue qui se dresse à l'entrée du port est là pour le rappeler.
Sur la plage de Tarqui, ils sont des milliers chaque matin à partir ou à rentrer de la pêche. Oui, ici, nous vivons tous de la pêche. C'est pour ça que la plupart des gens sont pêcheurs. On revient de la pêche. Une campagne de 20 jours. On était au large des Galapagos. Le bateau est au mouillage au large. Il n'y a pas assez de fond sur la plage. Et c'est pour ça qu'il reste au large. À quelques kilomètres de Manta se trouve la petite ville de Montecristi. Fondée au XVIIe siècle par des Manteños qui avaient fui leur ville en proie aux attaques répétées des pirates, Montecristi est devenue depuis plus d'un siècle la capitale du Panama. Enfin, du chapeau de Panama. Pour comprendre les raisons de cette étrange situation, nous nous rendons dans le petit atelier où travaillent Cathy et Maroura. Ça, c'est de la toquilla. Ce sont les feuilles d'un petit arbre qui s'appelle toquilla. On coupe les feuilles et puis on les fait bouillir à l'étuvée. Et puis après, on les fait sécher. Et une fois que les feuilles sont sèches, on les fait blanchir. Parce que la toquilla est verte à l'origine. Pour faire le chapeau, on commence par le centre, avec 8 brins. Puis on augmente, un cercle après l'autre, un autre et encore un autre, jusqu'à finir le fond du chapeau, la copita. On tisse aux heures les plus fraîches de la journée quand la toquilla est souple, sinon elle se brise. On travaille 2-3 heures par jour. Pour une meilleure qualité, il faut 4-5 mois. Pour d'autres, 2-3 mois, selon la finesse du tissage. Vous voyez ce chapeau? Il est fini jusqu'à la copa. À partir de là, on fabrique les bords. Et là, c'est la finition. Une fois terminé, on le traite au soufre, on le lave et on le repasse. Après, on le roule. On le met dans la boîte. Et voilà, on peut l'envoyer. On m'a raconté cette histoire, mais moi, j'étais pas née. Ce sont mes grands-parents qui me l'ont raconté. C'est Luis Alfaro Delgado, qui était président de l'Équateur, qui a emporté ce chapeau à Panama. Et c'est là-bas qu'on lui a donné son nom.
On le vendait comme un produit du Panama, mais en fait, il vient de l'Équateur. Les Manteños ont toujours été de grands voyageurs. Bien avant l'arrivée des Espagnols, ils se rendaient guidés par les seules étoiles vers le Chili, l'Amérique centrale et même les îles Galapagos qu'ils auraient été les premiers à aborder. Au musée de Manta, on peut, à côté de très beaux objets Manteños, découvrir la reproduction de ces bateaux et de ces radeaux en bois de balsa, à bord desquels les Manteños effectuaient leur voyage au long cours. Quittant Manta, nous mettons le cap vers Esmeraldas, ultime escale de la croisière. Au matin, accompagnés par la pilotine, nous approchons lentement d'Esmeraldas. Le nom d'Esmeraldas, émeraude en français, remonte à l'époque où les pierres précieuses abondaient, dit-on, dans la rivière, et où les Indiens Caras, qui vivaient ici au Xe siècle, rendaient un culte à une gigantesque émeraude du nom d'Umiña. Après Santiago du Chili aux puissantes racines européennes, Cusco à forte majorité indienne, Esmeraldas ajoute une troisième couleur à cette palette ethnique, les Noirs venus d'Afrique. Des trois pays abordés au cours de ce voyage, l'Équateur est le plus proche des îles Caraïbes, terre d'esclavage à l'époque coloniale.
Puisant aux sources de cette mixité ethnique et culturelle, Esmeraldas a réussi à créer un courant musical authentique et original, la marimba. Les esclaves noirs, à l'époque coloniale, n'avaient pas le droit de jouer de leur instrument. Ils en jouaient secrètement dans leurs quilombos, dans leur maison. En 1850, quand l'esclavage a été aboli, dans ce territoire nouvellement libéré, les Noirs sont arrivés en grand nombre dans la province d'Esmeralda. À partir de ce moment-là, commence une belle histoire liée à la présence de ces musiciens noirs à Esmeralda. Les morceaux qu'ils jouaient sur les marimbas africaines ont été influencés par les mélodies des indigènes. Notre musique a hérité de la mélodie indienne, des rythmes africains et de l'harmonie européenne. Il est difficile d'imaginer qu'Esmeraldas ait pu appartenir jusqu'au début du XVIe siècle au vaste empire inca, au même titre que Cusco. Si la colonisation a eu pour conséquence d'effacer toute trace de culture et de civilisation inca de la ville, elle a provoqué en revanche, avec le métissage de la population, l'apparition d'une certaine bonne humeur typiquement caribéenne. Notre croisière est terminée. Notre route et celle du diamant se séparent à Esmeraldas. Larguant les amarres au milieu de la nuit, le bateau reprend la mer en direction du Panama. Demain matin, nous prendrons la route de Quito, dernière étape de notre voyage à la découverte du monde Inca.
Au fil des heures, nous pénétrons de nouveau au cœur de la cordillère. À l'approche de Quito, à près de 3000 mètres d'altitude, la pluie fait son apparition. Avant de découvrir la capitale du pays, nous nous rendons à la Mitad del Mundo, le site consacré à célébrer la ligne imaginaire qui traverse le pays. Ce pays s'appelle l'Équateur depuis que les savants français sont venus ici en 1736. Ils avaient le choix entre 3 différents endroits dans le monde pour effectuer leurs mesures. La Nouvelle-Guinée, le Congo et cet endroit qui n'avait pas encore de nom. Ils sont venus et ils ont dit « l'Équateur passe par ici ». À partir de 1830, à l'indépendance du pays, on lui a donné le nom d'Équateur grâce aux savants français. Chaque dimanche, la Mitad del Mundo attire de nombreux visiteurs de la capitale. S'appuyant sur le caractère singulier des lois physiques sur la ligne de l'équateur, ils viennent pratiquer toutes sortes d'expériences dont le sérieux scientifique reste toutefois à démontrer. Entourée de hautes montagnes, Quito est l'une des plus belles villes du Nouveau Monde. S'il ne subsiste plus aucun monument de l'époque où elle était à l'image de Cusco, la capitale du nord de l'Empire Inca, elle conserve une authentique ambiance populaire qui puise son esprit aux sources des anciens peuples des Andes. Il y a 2 raisons qui expliquent pourquoi Quito est relié à Cusco. La première, c'est à cause de l'Empire. Un empire traversé par le Capac Ñan, ou le chemin de l'Inca. Un chemin qui, partant de Cusco, reliait les principales villes et les principaux peuples de l'Empire Inca. C'est la première raison. La seconde tient à la personne de Huayna Capac, qui conquiert Quito. À la fin du XVe et au début du XVIe siècle, on peut dire que Huayna Capac a achevé la conquête de Quito et de toute la région. Il était alors prévu que Quito devienne la seconde capitale de l'Empire. Les Incas, comme les Espagnols, ont trouvé cet endroit propice. Les Incas s'y sont installés surtout à cause de l'eau, des sources, que l'on trouve en abondance dans le secteur. Il y en avait assez pour en fournir à toute la ville. Plus au nord, c'était impossible. Un an après la chute de Cusco, Quito subit à son tour l'assaut des Espagnols.
La défaite devenant inéluctable, les Incas préférèrent détruire la ville plutôt que de la laisser aux mains des conquistadors. Quand les Espagnols arrivent le 6 décembre, ils entrent dans une ville complètement détruite. Le peu de ce qui restait de l'époque Inca servit à bâtir les premières églises, les premières maisons et les édifices de la ville. Durant les premiers siècles de la colonisation, Quito se couvre d'églises et de monastères. De nombreux artistes européens et d'artisans métis ou indiens participent à l'embellissement de la ville. Les édifices religieux deviennent bientôt si nombreux que Quito fut surnommé le couvent. Avec son style exubérant et chargé de décorations, la Compañía est l'un des plus beaux exemples de l'architecture baroque de Quito. Au cours de ce long voyage au fil de la cordillère des Andes, nous avons abordé quelques-unes des plus belles villes du Chili, du Pérou et de l'Équateur. Durant 5 siècles, les conquérants de l'Amérique latine ont façonné le paysage à leur image, élevant des églises et des palais à la gloire du nouveau Dieu. Malgré les apparences, les anciens peuples des Andes n'ont pas renoncé à leur civilisation et à leur culture. Renouant avec le fil de l'histoire, ils sont fiers aujourd'hui de faire découvrir leurs plus beaux trésors, les temples de la cité perdue de Machu Picchu, aussi bien que les parures et les tissus dont les motifs sacrés remontent à la nuit des temps. Dans la nuit qui tombe sur Quito, l'esprit de l'Inca plane toujours au-dessus des dômes scintillants des cathédrales.